Bonjour à tous, bienvenue. La présentation va se dérouler en deux parties. La première, c'est Édouard et moi-même qui allons vous faire une petite présentation. Donc sur le thème de ce jour, c'est configurer et optimiser votre site PrestaShop. C'est un thème qui est assez dense, qu'on a déjà fait en décembre. Une présentation qu'on a déjà fait en décembre. On avait une petite problématique de limite de nombre de participants. En fait, on avait atteint les 100 participants autorisés par l'outil. Là, on a pris un outil qui est censé permettre d'accueillir davantage de personnes. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Cette présentation, donc, on l'avait faite la dernière fois, on pensait que ça allait durer 45 minutes et qu'on allait échanger ensuite. En fait, elle est assez dense, ça dure, on va dire, 1h15, 1h15, 1h30. Ça va tenir 1h15. Et ensuite, on va échanger entre nous, c'est-à-dire qu'on va vous allez pouvoir poser vos questions et on va interagir et tenter de répondre à vos questions, vos problématiques. Donc dans l'esprit Meetup. N'hésitez pas tout au long d'ailleurs de la présentation à nous communiquer les questions que vous auriez dans la conversation que vous voyez où beaucoup de personnes déjà nous ont souhaité le bonjour et la bienvenue, parce que nous, ça va nous aider aussi à pouvoir répondre peut-être à des interrogations et sur des points où peut-être les choses ne seraient pas très claires. Et sinon, comme l'a dit Cyril, on reprendra tous ces éléments aussi à la fin pour revenir dans l'esprit du cadre Meetup et aussi asseoir une discussion très informelle sur tous les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Je rejoins Cyril sur le fait que la présentation que vous allez voir, donc beaucoup, je pense, l'ont déjà vue en décembre. On l'a refait parce qu'on avait eu ce petit souci. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a les personnes qui ont déjà suivi cette conférence auront les mêmes éléments. Mais ça sera peut-être l'occasion de raviver deux, trois choses qu'on avait déjà vues. Et puis après, on va se présenter, Cyril et moi-même, pour déjà vous dire qu'en tant qu'ambassadeur pour PrestaShop, nous ne sommes pas de l'équipe PrestaShop. Nous sommes au devant, bien évidemment, des problématiques, des mises à jour, de tout ce que sont les suivis de l'avancée sur les nouvelles versions. Mais nous ne sommes pas de PrestaShop. En revanche, Cyril et moi-même avons donc moi, je suis e-commerçant avec PrestaShop. J'ai un site e-commerce de retail et j'ai grandi avec PrestaShop. Je suis passé par plusieurs CMS, notamment WooCommerce et Wix, que certains d'entre vous doivent certainement connaître. Et j'ai fini sur PrestaShop pour la scalabilité de sa solution et le suivi qu'on peut en avoir et surtout l'immense quantité de modules qui peuvent nous accompagner sur chaque sujet. Et avec Cyril, on va vous en présenter aussi quelques-uns à la fin de cette présentation et je laisse Cyril se présenter. Très bien, donc moi je suis également ambassadeur de PrestaShop sur Paris avec Édouard. Moi j'ai un profil consultant e-commerce, donc j'accompagne les e-commerçants dans leurs projets en ligne, de la mise en place d'un nouveau site PrestaShop ou l'accompagnement du e-commerçant tout au long de son projet. Donc, chacun de nos côtés, en tant que consultant de mon côté, moi, j'ai plusieurs prestations de la refonte de sites PrestaShop, donc de migration d'anciennes versions de PrestaShop vers des versions plus récentes, ou des mises en place de nouveaux sites e-commerce sur PrestaShop. À la différence d'Edouard, moi, j'ai déjà travaillé avec le grand concurrent de l'époque de PrestaShop américain qui est Magento. Et ça fait 10 ans maintenant, 12 ans maintenant que je ne travaille qu'avec uniquement PrestaShop.
Et donc, dans le type de prestation, il y a soit des prestations que j'appelle initiales, qui sont de la mise en place de site ou de la refonte de site, et l'accompagnement des e-commerçants, donc dans la maintenance de leur site PrestaShop, avec mise à jour de modules, mise en place de nouvelles fonctionnalités où il y a des modules ou des développements, et le support des e-commerçants en les accompagnant dans leurs projets tout au long au fil des jours, que ce soit pour faire du conseil, des préconisations ou répondre aux questions, former sur l'utilisation de telle ou telle fonctionnalité dans le back-office de PrestaShop. Et Edouard, tes prestations? Alors du coup, alors comme toi, alors, moi j'ai une vision qui est beaucoup moins avancée. Cyril est plus avancé sur des sites charpentés, dirons-nous, et je suis dans la création de sites également. Mais Cyril pourra prendre le relais sur des optimisations et de l'avancée, des ajustements techniques, alors que moi de mon côté, je suis vraiment dans la création de sites internet, ready to go entre guillemets, avec achat d'hébergement, nom de domaine, et paramétrage de base sur l'installation de modules, les obligations légales, le paiement et installation de modules spécifiques suivant vos demandes. Donc j'accompagne aussi les personnes sur ces problématiques, et j'ai une dimension du coup qui vient aussi en prolongement de ce que propose Cyril, qui est un accompagnement déjà au niveau de l'implémentation des modules et sur le suivi du développement, beaucoup plus en consulting, étant entrepreneur moi-même avec PrestaShop. Et derrière, j'ai la casquette aussi de l'intégrabilité des réseaux sociaux avec PrestaShop, comment intégrer une fonction logistique, comment contracter avec une logistique dès lors que votre activité commence à grossir. Intégration un petit peu plus en demande aujourd'hui. Il y a beaucoup de tensions sur ces sujets. C'est l'intégration 3D, réalité augmentée, pour des sites e-commerce où là-dessus, j'ai une société qui est pas encore qu'on n'a pas encore présentée, et je pourrais vous en parler plus tard, mais qui accompagne sur ces problématiques plus innovantes encore, avec derrière en gestion de site internet PrestaShop. Voilà pour nos présentations, nos activités. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, bien évidemment. À la suite de cette conférence, on va vous donner nos coordonnées, et ça nous permettra aussi de vous communiquer la présentation que vous allez voir, sachant qu'on est bien évidemment en contact avec vous sur le chat en temps réel. Alors, on va commencer avec comment configurer… oui, excuse-moi Cyril. Non, mais voilà, on va commencer la présentation. Alors, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps sur la… Je dois valider les personnes qui rentrent, donc oui. Si vous êtes resté dans la salle d'attente quelques minutes, désolé. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Et on commence la présentation que tu vas introduire. On va y aller. Ouais. Du coup, nous allons commencer avec Cyril sur la configuration et les petites optimisations sur votre site PrestaShop. Nous continuerons avec des optimisations un petit peu plus techniques. Après, comme je vous le disais, nous allons rentrer dans le détail de certains modules, des outils que Cyril et moi utilisons et qui ont une grande pertinence sur tous les sujets. Donc, vous allez voir ça avec nous. Les modules justement à la fin qui permettent d'intégrer ces outils tiers. Là, vous allez voir donc le détail de toute la présentation. Voilà, donc c'est pour juste vous montrer que ça va être riche. Il y a beaucoup d'informations techniques. C'est vraiment une présentation qui est orientée sur des conseils que vous pouvez directement, tout de suite, appliquer à votre site. Avant de commencer, on souhaitait déjà un petit peu mieux vous connaître, et donc on a un petit sondage en ligne. Là, Zoom nous permet de faire ça. Donc ce sondage, c'est pour savoir si vous êtes plutôt marchand, développeur, designer, partenaire ou autre.
Et depuis combien de temps, en fait, vous avez un site, si vous êtes évidemment marchand. Tout à fait, vous pouvez répondre et on aura aussi les résultats. Ça va nous permettre un petit peu d'orienter aussi l'audience que nous avons aujourd'hui. Exactement, et vous aurez les résultats en même temps que nous. Je vais les afficher. Je vois il y a un peu plus de la moitié des personnes qui ont déjà répondu, les 2 tiers. Voilà, vous êtes 80% à avoir répondu. Je vous laisse un petit peu encore du temps pour ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage. Donc, il suffit de cliquer, de sélectionner le choix et de valider avec le bouton qui est en dessous. On nous pose la question de savoir si la présentation est filmée. Oui, et vous aurez du coup le détail. Je pense qu'on pourra envoyer ça sur Meetup via un lien. On va certainement uploader sur YouTube pour que ce soit plus consultable. Voilà, c'est-à-dire que après vous pouvez nous contacter, on pourra vous envoyer la présentation là, sous format PDF. Et puis on est en train d'enregistrer, alors on espère que l'enregistrement va bien se passer et techniquement, et on mettra ça effectivement en replay sur YouTube. Voilà, donc je mets fin au vote. L'essentiel et je vous partage les résultats. Donc, Alors, on a 60% de marchands. 60% de marchands, 22% de développeurs, quelques designers, quelques partenaires et autres. Autres, j'imagine que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément lancées, Cyril, j'imagine. Et bien justement, ensuite, Ils sont en réflexion. parmi... Ah oui, autres. Et bien parmi les marchands, vous êtes 62% à utiliser donc PrestaShop depuis plusieurs années et 25% depuis moins d'un an. Très peu de nouveaux projets. Non, ouais, tu as raison en fait. Pour ceux qui ont un nouveau projet, bienvenue dans la communauté de PrestaShop. On ne l'a pas vraiment présenté, mais d'habitude, on fait des meet-up au format physique avant le confinement, les confinements. On se retrouvait sur Paris. Là, on élargit, du fait d'être en ligne, on élargit à toute la communauté francophone. Donc, vous êtes beaucoup plus nombreux. Et on est ravis de faire ça en ligne. Il y a différents types de meet-up. Il y a des meet-up qui sont, on fait venir des partenaires qui présentent leurs solutions. Et là, nous, on a fait le choix sur ces meet-up-là de vous faire partager notre expérience pour améliorer vos sites e-commerce. Donc là, vous êtes parfaitement dans la cible. Puisque en fait, vous utilisez pour la plupart PrestaShop depuis pas mal de temps, et donc tous les conseils qu'on va vous donner sont directement utilisables. C'est intéressant de voir justement parmi tous ces e-commerçants quelles sont les personnes qui auront fait ces paramétrages techniques qui sont des paramétrages techniques assez basiques, et les personnes qui ne l'auront pas fait. On espère que ces sujets-là, comme tu le disais, hein, Cyril, c'est très très facilement implémentable et que tout ça va vous permettre de gagner en optimisation et de gagner surtout en efficacité sur vos boutiques. On va rentrer dans le vif du sujet, tout en sachant qu'on a une audience qui est très technique et déjà bien avancée sur PrestaShop. Donc, vous voyez, quand on lance une boutique PrestaShop, un des éléments clés pour démarrer, c'est la facturation. On a voulu ici mettre en avant le premier sujet où les indications qui apparaîtront sur vos factures PrestaShop sont bien renseignées. Donc ça, c'est un élément premier. Donc, comme vous le voyez, on a mis juste en haut à gauche de la slide la direction depuis votre back-office. Donc, vous voyez, si vous suivez, vous allez depuis le back-office configurer paramètres, contacts et enfin onglet magasin pour tomber sur cette possibilité de paramétrage qui est indispensable. Car si vous ne le faites pas, comme vous le voyez ici, c'est des données style ma boutique, qui sont des données standards, contact@maboutique.fr, qui apparaîtront sur vos factures. Voilà, c'est-à-dire Donc, il faut bien
le petit lien d'accès, c'est pour ceux qui ont des boutiques PrestaShop 1.7. Ouais, tu as raison. Cet accès-là. Fonctionnellement, en fait, hein, la version 1.6 ou les versions précédentes, 1.5, 1.6 ou 1.7, fonctionnellement, elles ont à peu près les mêmes pages en back-office. Elles sont réorganisées dans la version 1.7. Donc en 1.6, vous retrouverez aussi exactement cette page-là, mais pas forcément sur le même lien d'accès. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour bien préciser qu'on est sur tout ce que vous voyez, c'est du 1.7. Si vous avez des questions sur comment retrouver sur d'autres versions, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de répondre avec Cyril sur comment accéder sur ces mêmes données de paramétrage depuis votre interface. Alors, ça me permet du coup d'enchaîner, quoi qu'il arrive, que vous soyez sur toutes les versions de PrestaShop. C'est bien important de paramétrer votre dénomination sociale, l'adresse du siège social que vous voyez du coup ici, juste avec tous les éléments, adresse du magasin, code postal, ainsi de suite, car ces éléments seront repris donc par les mails automatiques. Bien penser à indiquer aussi votre RCS, toutes les données légales dans la partie immatriculation. Même si aujourd'hui vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un certain nombre de données qui sont de l'ordre du légal. Ce sont des obligations légales à renseigner sur vos factures pour que les factures soient valides. Et ça, c'est donc le premier step, les premières choses à réaliser quand vous paramétrez votre boutique. Ça peut paraître évident, en fait, cette slide. Nous, quand on reprend des boutiques qui ont déjà été mises en place, 100% des cas, cette page n'est. Alors, souvent, il n'y a pas l'adresse de renseigner, ne serait-ce que ça. Mais le plus souvent, en fait, c'est la partie immatriculation. C'est-à-dire que cette information-là va rendre vos factures légales. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'information du numéro de SIRET, le capital, etc., toutes ces informations-là que l'on a listées à gauche, ce sont vraiment des obligations qui sont légales, qui permettent de rendre vos factures légales. Les factures, c'est un élément, je me répète, mais légal. Et sans ces informations-là, elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui sont récupérées automatiquement, les informations de TVA, les informations de produits, etc. Mais sur les coordonnées de votre entreprise, c'est très important de les renseigner. Donc c'est pour ça qu'on fait un focus là-dessus. Même si ça paraît évident, c'est systématique. En fait, c'est jamais 100% parfait ici. Et c'est important, même si vous avez un logiciel de facturation par ailleurs, ce qui peut être le cas, ça ne vous empêche en aucun cas de ne pas paramétrer cette page-là. On passe au point suivant, donc. Alors, du coup, nom de la page d'accueil, comment faire apparaître sa page Facebook de cette manière-là. Donc, comme vous le voyez, le nom de domaine, la description juste en dessous en violet, qui est la première description, la short description, et ensuite un petit peu plus dans le détail avec des éléments de précision sur l'activité que vous menez. On va le voir sur la slide d'après. Vous allez dans le BO configurer paramètres, trafic SEO et SEO URL. Vous tombez sur la page que vous voyez en bas à gauche. Et par rapport à cette page-là, bien cliquer sur l'onglet Index. Cet onglet, en fait, il est paramétré, il est standardisé même au démarrage avec des éléments que vous ne souhaiteriez certainement pas voir apparaître sur votre site. Parce que c'est ma boutique PrestaShop, donc ce sont des éléments que vous devez prendre en main. Changer la page, donc vous voyez ici en haut la page index, vous arrivez et vous mettez donc le titre de votre site internet avec ce que vous souhaitez voir apparaître. Ce sont des données publiques, donc elles seront lues par les moteurs de recherche, tous les moteurs de recherche, et mis en avant. Sachez bien évidemment que ça n'est pas instantané, mais c'est très important que les moteurs de recherche reconnaissent ce que vous avez indiqué comme titre et métadescription, et que vous n'arriviez pas avec un titre de la page qui est boutique PrestaShop, parce que je crois que c'est ce qui est mis de base, et surtout avec une métadescription qui va donner des informations sur quelle est votre activité. Ce que vous voyez juste en dessous, hein, mais ce sera à voir dans sur un autre slide. Donc, bien paramétrer ça pour une bonne lecture et un référencement propre de la part des moteurs de recherche.
Point suivant, donc, on parle de paramétrage à réaliser toujours dans PrestaShop. C'est la génération du fichier du sitemap.xml. C'est un fichier technique en fait qui va se retrouver à la racine de votre site internet. Et ce fichier va être lu par les moteurs de recherche pour comprendre l'architecture de votre site. C'est un fichier qui liste l'ensemble des pages de votre site. Donc, il y a un module dans PrestaShop qui est natif à PrestaShop qu'il faut installer. Il n'est pas installé nativement, en fait. Faut l'installer sur la version 1.7. Sur la version 1.6, il est présent, il est déjà préinstallé. Et ce module va vous permettre de générer automatiquement ce fichier. Et donc, il y a quelques petits paramétrages. On peut exclure certaines pages qui ne sont pas nécessaires de présenter au moteur de recherche, notamment tout ce qui est sur le relatif au compte de l'internaute. On va vouloir référencer sur Google les pages de contenu, c'est-à-dire les pages de produits, catégories, les pages CMS, de présentation, de blog, etc. Et tout ce qui est des pages techniques de suivi de process de commande ou du compte du client sont à exclure de ce fichier. Et donc, ce module permet de sélectionner les pages que l'on ne souhaite pas voir apparaître dans le fichier XML. Et ce fichier, après, est générable en un clic. Il va comprendre l'ensemble des pages de des produits et des catégories de votre site. Évidemment, votre catalogue produit va évoluer et donc il est important que ce fichier soit mis à jour régulièrement. Et donc, on va pouvoir mettre en place un script automatique qui va générer, qui va en fait simuler le clic sur ce bouton. Et qui va permettre la génération de ce fichier. Alors, vous voyez à droite, là, c'est un fichier, c'est technique, c'est vraiment adressé au moteur de recherche et on a à chaque fois les liens vers certaines pages que l'on souhaite voir référencées auprès des moteurs de recherche. Dans PrestaShop, dans le back-office, toujours, là, ce n'est pas un module, c'est une fonctionnalité qui est accessible dans la configuration de PrestaShop. On a un second fichier qui est important, lui aussi, c'est un fichier technique adressé pour les moteurs de recherche. Ce fichier, il va permettre aux moteurs de recherche de comprendre l'architecture technique du site, c'est-à-dire l'arborescence des fichiers qui sont sur le FTP de votre site, et de savoir quelles sont les pages qu'il peut lire et celles qu'il ne peut pas lire. Donc là, c'est encore plus technique que le fichier sitemap.xml. On va autoriser certaines pages à être lues et certaines autres à ne pas être lues. Donc, on va les interdire. Et ce fichier est à générer. Donc là, contrairement au fichier sitemap.xml, le robot TXT n'est à générer qu'une seule fois, à part si vous faites des modifications lourdes sur votre PrestaShop, il n'y a pas nécessité de le régénérer régulièrement. Alors, on va passer à l'indexation des produits qui va permettre une meilleure lisibilité de l'ensemble de votre catalogue. Ça, c'est également très important. Dès lors que votre produit est créé sur le back-office PrestaShop, il n'est pas forcément indexé. C'est bien important de comprendre la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un produit créé va certainement apparaître sur votre boutique avec l'ensemble des éléments que vous avez paramétrés, les métadonnées, la description, les photos et ainsi de suite. Néanmoins, l'indexation de ce produit n'est pas la parution. Un produit indexé est un produit qui va être, comme vous le voyez sur la gauche, retrouvable par le moyen du moteur de recherche interne au site internet. Donc, vous allez voir sur la slide d'après que vous avez un champ qui vous permet de bien comprendre à quel niveau d'indexation vous trouvez. On va le voir tu as la slide, voilà, tout à fait.
Ça va me permettre de mettre en lumière, comme vous le voyez, on est sur le back-office. Vous allez donc configurer paramètres et l'onglet rechercher. Donc, comme vous le voyez, vous avez deux chiffres qui apparaissent en gras. Ces deux chiffres sont le chiffre de gauche, le nombre de produits indexés, / le total des produits créés. Donc ça, c'est indispensable que sur l'ensemble de vos sites Internet, vous retrouviez le même chiffre à gauche et à droite. Ça veut dire que toute personne qui va rechercher n'importe lequel de vos produits sur votre site Internet le trouvera par l'intermédiaire de mots-clés, la couleur, le type de produit, la matière, ainsi de suite. En tout cas, votre produit a été indexé suivant la page produit avec tous les éléments sémantiques que vous avez précisés. Vous voyez, il y a deux petits liens juste en dessous, donc ça, c'est très important. Quand vous cliquez sur « Ajouter à l'index les produits manquants », ça va vous faire du coup un scan et réindexer les produits que vous auriez pu créer entre une première indexation et une seconde indexation. Donc, dès lors que vous réalisez cette action, l'ensemble de vos produits doivent apparaître ici. C'est à faire assez fréquemment si vous n'avez pas encore intégré de tâche cron. Néanmoins, si justement vous souhaitez automatiser tout cela, on va en parler avec Cyril et vous pouvez intégrer une tâche cron donc, qui vous est définie ici et aller jusqu'à votre hébergeur pour pouvoir la paramétrer. Et donc, vous n'aurez pas à réaliser cette indexation à chaque fois que vous avez un produit. Alors, Cyril va le préciser après, mais il faut bien intégrer une tâche cron avec, on va dire, un séquencement assez rapproché si vous avez une création de produit assez fréquente. Alors, du coup, je continue sur la fiche produit désactivée. C'est-à-dire que c'est très important de ne pas supprimer une fiche produit, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que du coup, ça va tomber sur une erreur 404. C'est très, très important de ne pas donner de pages qui n'aboutissent à rien pour les moteurs de recherche. Ce qu'il faut absolument faire, c'est intégrer une redirection permanente vers une catégorie ou un autre produit et désactiver le produit si celui-ci n'est plus en ligne. Quoi qu'il arrive, oubliez les redirections temporaires, bien préciser redirection permanente pour éviter justement cette erreur 404 qui ne redirige vers rien et qui est un poids pour tout ce qui est SEO, référencement et du coup lisibilité de vos sites Internet. Quand vous le voyez là à l'écran, vous avez ça dans trafic SEO et SEO et URL également sur le chemin à parcourir. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est dans chacune des fiches produits. Si jamais un produit, vous ne souhaitez plus le vendre, vous pouvez le désactiver. Ne le supprimez surtout pas. Parce que déjà, si quelques mois plus tard, vous avez à nouveau du stock et que vous souhaitez le remettre en ligne, eh bien, vous pourrez le faire en un clic, en réactivant la fiche. Ne supprimez pas de fiches produits, ça c'est très important. Il vaut mieux faire désactiver et puis ensuite faire les redirections comme Edouard vient de l'indiquer. Il y a un paramètre qui est, donc là ce que Edouard vient de présenter, c'est sur chacune des fiches produits. Il y a un paramètre qui lui est global à toutes les, au back-office de PrestaShop. C'est cet élément-là, redirigé vers l'URL canonique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par défaut, il est sur une redirection qui est temporaire et il faut à tout prix mettre cet élément-là sur redirection 301. 301, c'est une redirection définitive, ce qui est beaucoup mieux pour le référencement de votre site. On parlait de différentes tâches à automatiser, la mise à jour du fichier sitemap, la réindexation justement de la recherche. Il y a aussi
la réindexation des filtres à facettes. Ça, c'est lorsque l'on utilise dans les pages catégories le module de filtre à facettes qui permet de filtrer les produits affichés dans les pages catégories selon des critères, généralement les caractéristiques ou de prix, de couleur, de présence ou non de certains paramètres. Eh bien, ces éléments-là doivent être absolument mis à jour au moins quotidiennement. Et donc, pour cela, on va mettre en place ce que l'on appelle des tâches cron. Les tâches cron, ce sont des tâches qui vont être planifiées et qui sont à paramétrer sur le serveur. Donc, il y a dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui indiquait que Stéphanie indiquait que ça ne fonctionnait pas dans la partie module de PrestaShop. Il y a un module qui s'appelle tâches planifiées cron dans PrestaShop. Mais effectivement, ce n'est pas un module qui est fonctionnel. Donc, il faut se débrouiller autrement. Et ce sont des paramétrages. En fait, contactez votre hébergeur et il y a forcément une possibilité de paramétrer ces fameuses tâches. On indique en fait une URL. Donc, dans chacune des pages que l'on a mises tout à l'heure, vous avez justement quelle est l'URL qui doit être appelée. C'est ce script-là. Si vous accédez avec votre navigateur à cette URL, ça va exécuter le script en question à l'instant donné. Eh bien, le fait de mettre en place une tâche cron va déporter en fait cette exécution à un serveur qui va être programmé pour aller appeler cette URL à une heure bien précise. Ces 3 tâches cron là à mettre en place, vous pouvez le faire une fois par nuit. Généralement, on les fait la nuit pour éviter de surcharger le serveur. Il y a d'autres tâches qui, elles, vont être que l'on pourra paramétrer de manière plus régulière, notamment quand on est connecté à un ERP et qu'on veut synchroniser les stocks. Les stocks, il faut les synchroniser beaucoup plus souvent qu'une fois par jour. Donc, ça peut être une fois toutes les 10 minutes, une fois toutes les heures, enfin, en fonction de votre configuration. Et donc, les tâches cron permettent de faire ça, d'exécuter régulièrement. Ça peut être toutes les minutes. Enfin, tout dépend de la mise à jour que l'on souhaite faire. Donc, vous pouvez soit contacter votre hébergeur, soit si vous avez accès à une console d'hébergement chez OVH ou votre hébergeur, s'il fournit une console d'hébergement, eh bien, il y a la possibilité généralement de paramétrer justement ces fameuses tâches planifiées. IOVH et il y a Yonos aussi, partenaire PrestaShop, qui fonctionne très très bien pour ces sujets. Alors, on va passer sur autre chose que du SEO. Néanmoins, c'est de l'organisation de back-office et surtout dans vous, dans le suivi de vos états de commande. Alors, ce sont des petites actions que vous allez pouvoir mener qui vont vous soulager dans le suivi de l'état des commandes. C'est un petit tips, entre guillemets, que Cyril déjà met en place beaucoup, que je peux, moi, utiliser en tant qu'e-commerçant. Et c'est vrai que vous allez voir, donc de manière native, vous allez retrouver sur le back-office PrestaShop tout un tas d'états de commande, beaucoup d'états qui ont parfois des noms que vous ne comprendrez pas, mais qui ont une existence si jamais il y a des sujets assez spécifiques sur des paiements en attente, sur des paiements en plusieurs fois, ainsi de suite. Donc forcément, vous n'allez pas tous les utiliser. Et ce que nous préconisons dans l'organisation de ces états de commande, c'est de vous faire un tunnel, en tout cas d'avoir des étapes bien définies. Par exemple, étape 1 que vous voyez ici avec la souris, en attente de virement bancaire, dès lors qu'une commande est en création. Vous avez en attente du paiement par chèque également, attente de paiement, et vous passez ensuite directement paiement accepté. Vous allez voir donc ces 5 étapes qui sont les étapes les plus communes. Pour vous assurer que ces étapes soient les premières à apparaître dans l'ensemble de ces états de commande et mettre de côté les autres dont vous n'avez absolument pas besoin, en tout cas au moins sur les premiers aspects de l'utilisation de ces états de commande, vous leur rajoutez, vous les modifiez et vous allez préciser étape 1 sur 5, 2 sur 5,
ainsi de suite. Et surtout, ça donnera de la lisibilité à votre client qui va recevoir au fur et à mesure des mails pour lui indiquer où en est sa commande. C'est très important sur l'expérience client. Vous devez absolument rassurer une personne qui est votre client, d'autant plus si c'est un nouveau client, parce que vous allez voir très rapidement, alors moi je le vois à titre personnel, des personnes qui vous envoient automatiquement un mail pour vous demander si la commande est bien passée, pour savoir si l'adresse a été reconnue, ainsi de suite. Donc vous vous retrouvez avec tout un tas de mails qui naissent d'une sorte de petite anxiété. Et dès lors que vous faites ce genre d'éléments et que vous rassurez vos clients, ils savent qu'ils sont pris en main, ils savent qu'ils sont suivis, ils savent qu'ils sont à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, à l'étape 5, et ça leur permet de clairement connaître où on est, où vous en êtes vous dans la préparation de cette commande. Vous voyez que du coup, juste en dessous, pour bien retrouver certains états de commande qui sont importants, notamment annulés ou erreur de paiement, vous pouvez préciser étape. Quand vous le voyez, alors c'est voilà, tout à fait, merci Cyril, c'est juste là. Quand vous voyez, vous avez précisé état, et ça va vous permettre justement de les avoir remontés par rapport à tous les étapes que vous voyez au-dessus, qui sont les étapes de vos commandes. Alors c'est important, pourquoi aussi, sachant que vous pouvez aller donc dans le fil d'Ariane que vous indiquez juste en haut, précisez vous-même la couleur, hein, si vous souhaitez aller sur des détails un petit peu plus coquets, hein, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais si vous souhaitez que tout soit sur des couleurs différentes, vous avez la main là-dessus. PrestaShop donne l'accès à ces données. PrestaShop vous donne même l'accès à la personnalisation de certains états de commande. C'est-à-dire que je vous prends un exemple qui est personnel, mais j'ai créé, donc j'ai une logistique qui met en place toutes les étapes que vous voyez ici. Dès lors que cette logistique s'aperçoit qu'il y a une rupture de stock ou n'importe quelle incapacité à réaliser la livraison, j'ai créé un état de commande qui dit traité par le siège, ce qui fait que la personne n'est pas en attente, par exemple, pendant 3-4 jours, en voyant son état de commande qui reste en cours de préparation. Donc, on la passe directement sur un autre état. Et ensuite, soit on prend le client en relationnel SAV, soit on lui envoie la commande par un autre moyen. Il y a des possibilités avec d'autres stocks qui ne sont pas en logistique. Mais donc voilà, c'est très important que vous compreniez que vous avez la main sur ces états de commande, sur la couleur, sur le nom que vous pouvez leur donner, et surtout les remonter en tête de liste pour que vous ayez les principaux directement à apporter l'utilisation et avoir de la lisibilité pour votre client. Ça, c'est très important. Alors, il y a des questions sur le chat. Le changement des états, est-ce que c'est typique à la 1.7? Non, ça, ça a toujours été depuis les premières versions de PrestaShop. On peut gérer des états de commande et donc on a différents états qui sont natifs et on peut aussi en créer. C'est-à-dire que imaginons que dans votre logistique, vous ayez en préparation en cours et après qu'il y ait une autre étape supplémentaire à insérer, ben, vous pouvez créer une nouvelle étape sans aucun souci. Et ensuite, le changement est manuel dans la commande. Il y a certaines possibilités d'automatiser. C'était une autre question. Ça, est-ce qu'on peut Oui, je vois. automatiser certains changements d'état? L'automatisation va généralement se faire avec des modules tiers, notamment des modules logistiques tels que Colissimo, enfin des modules d'expéditeurs. Et donc, le passage automatiquement de l'état expédié à l'état livré peut se faire avec le module Colissimo. Il faut avoir un compte chez Coliship, Colipost, Coliship. Ils ont changé de nom. Oui, c'est ça, ils ont changé. On peut utiliser leur web service pour justement pour une commande qui est expédiée avec un numéro de tracking Colissimo. Eh bien, dès que ce numéro de tracking il est renseigné comme étant livré chez le client, eh bien, le PrestaShop, via ce module-là, va pouvoir mettre à jour le statut expédié en livré. Automatiquement. Donc Oui, ça, tout à fait. ce sont des possibilités de paramétrage et avec d'autres outils, d'autres transporteurs, c'est aussi possible.
tout à fait, tout à fait, tout à Comment on fait. fait Et pour ça, intituler les étapes? En fait, vous allez dans le ouais, back j'ai vu la question. Bah, euh, c'est justement ce que j'expliquais, paramètres, c'est il faut commandes bien et suivre le cheminement que j'ai indiqué juste avant. Et du coup, quand vous arrivez dans cet état, vous avez ce que vous voyez ici, donc les étapes qui sont toutes présentées, et vous cliquez simplement sur la droite, donc vous avez un petit onglet que vous voyez modifier, qui est à droite là justement en dehors du screenshot. Vous cliquez sur modifier, et du coup, vous pouvez mettre le champ que vous souhaitez. Nous préconisons étape 1 à 5. Vous pouvez changer la couleur comme on l'a dit tout à l'heure. C'était la question de Patrice, c'est ça, hein? Et ça, ce sont uniquement les états de commande. Ça ne change pas le moyen de paiement. Il y a une question là dans le chat. Ça ne change pas l'intitulé du moyen de paiement en front office lorsque l'on sélectionne par exemple le virement bancaire. Ça ne va pas changer cet intitulé-là. Là, c'est vraiment les états de commande. Et les états de commande sont utilisés dans le back-office, associés à la commande, sont aussi envoyés par mail au client, et dans le compte client, le client peut suivre justement à quel état à un instant donné est sa commande. Et bien, ça impacte justement cet affichage-là. Donc c'est pour ça que le fait de mettre étape 1, 2, 3, 4, 5, ça vous simplifie en fait l'affectation de ces statuts en back-office, mais ça informe Ça aussi. rassure le client surtout. Ouais, tout à fait. Le client est informé en temps réel de votre action. Et on ne le précise pas ici, mais c'est-à-dire que dès lors que vous précisez en cours de préparation, la personne donc reçoit un mail. Quand vous avez expédié, on sous-entend bien évidemment que le nom de domaine, pardon, le numéro de suivi, le numéro de tracking a été renseigné donc dans votre back-office PrestaShop. Donc, vous avez un numéro de suivi et vous avez remis le colis à la poste. Donc, soit vous, soit votre logistique. Et le numéro de suivi est disponible pour le client. Alors, soit dans un mail que vous pouvez lui envoyer, il faut automatiser, ça vous pouvez le faire, soit il est disponible dans le back-office du client, donc dans l'espace client qui a été créé automatiquement quand la personne a passé commande. On enchaîne avec les optimisations de votre site PrestaShop. Alors, du coup, Cyril, là, je vais te laisser prendre la main aussi sur justement le certificat HTTPS, le SSL, pardon, le certificat SSL. Exactement. Donc, a priori, bon nombre de vos sites sont déjà, je pense, en HTTPS, mais vérifiez-le. Donc ça, c'est la sécurisation de l'accès à votre site, le fameux HTTP qui n'est pas sécurisé et qui, en installant un certificat, devient sécurisé. Enfin, les échanges avec ce site deviennent sécurisés. Donc là, on a sur un navigateur, lorsque l'on consulte un site qui est en HTTP sans le S, le site n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que lorsque vous chargez une page ou vous renseignez des données dans un formulaire, par exemple le formulaire de contact, votre adresse mail, si je prends cet exemple du formulaire de contact, votre adresse mail et les informations de votre formulaire vont être transmis de votre ordinateur vers le site PrestaShop, donc en passant par Internet. Et ces données-là ne sont pas sécurisées, c'est-à-dire que s'il y a un hacker qui se met entre votre ordinateur et le site Internet, il peut récupérer ces données-là. Alors que lorsque l'on a un site qui est en HTTPS, les données sont sécurisées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elles sont chiffrées. C'est-à-dire que votre adresse mail ne va pas passer de manière transparente et lisible sur Internet pour aller jusqu'au serveur hébergeant votre site vers PrestaShop. Elles sont chiffrées et déchiffrées par votre serveur via ce fameux certificat. Et c'est une recommandation qui était, enfin ça fait plusieurs années que c'est important d'avoir un site sécurisé. Google l'impose justement par le fait d'afficher très clairement que ça n'est pas sécurisé ou que c'est sécurisé dans les navigateurs. Il l'impose depuis 3 ans maintenant. Et donc, ça devient vraiment, enfin, ça fait 3 ans que c'est quasi maintenant obligatoire
Sinon, vous faites fuir vos clients. C'est-à-dire que les internautes vont arriver sur le site et donc toutes les informations qu'ils vont renseigner dans le process de commande ne seront pas chiffrées. Et c'est un problème de sécurisation des données. Alors, je suppose que 0% d'entre vous stockez vous-même les informations de carte bancaire, de paiement. Ça, c'est stocké par les banques, par les prestataires de paiement. Évidemment, les prestataires de paiement sont sécurisés, mais toutes les autres informations, l'adresse mail, le mot de passe du compte client, les échanges que vous avez, etc., ce sont aussi des informations qui sont moins sensibles que les données de carte bancaire, mais qui sont tout de même sensibles. Et donc, il est impératif d'avoir cette sécurisation sur votre site. Comment on le met en place? On le met en place avec un certificat. C'est quelque chose qui est assez technique et qui se fait chez votre hébergeur. Donc, il y a quelques années, il y a des certificats qui sont payants. C'était assez cher, même à une époque. Depuis quelques années, il y a un certificat qui s'appelle Let's Encrypt et qui est gratuit, qui est valide 2 mois, qui est renouvelé tous les 2 mois automatiquement par votre hébergeur. Donc, ça se met en place très facilement chez OVH, par exemple, via la console d'administration de votre hébergement. Vous pouvez installer un certificat facilement. Et une fois qu'il est installé, il va falloir configurer PrestaShop pour justement utiliser ce certificat. Donc, il y a 2 boutons à mettre sur oui. Le premier, c'est activer le fait de pouvoir consulter votre site sur HTTPS. Et le deuxième, c'est de forcer le fait que toutes les pages de votre site seront en HTTPS et pas seulement les pages du tunnel de commande. C'est une fonctionnalité un peu désuète parce que maintenant, on veut que tout le site soit en sécurisé et pas uniquement le process de commande. Mais à une époque, on pouvait ne sécuriser que la partie panier et tunnel de commande. On passe à une autre optimisation. C'est l'optimisation des images. Dans PrestaShop, on peut définir le format des images qui est utilisé essentiellement pour vos fiches produits, mais il y a aussi d'autres visuels pour les pages catégories, etc. Mais le principal volume d'images va être du côté des fiches produits. Et donc, on peut définir que ce sont des images qui sont en JPEG, au format JPEG, en PNG. Donc moi, je vous invite à le paramétrer sur utiliser le PNG uniquement si l'image de base est au format PNG. Et ensuite, il y a des éléments de compression JPEG et PNG, c'est-à-dire que lorsque PrestaShop, lorsque vous uploadez sur une fiche produit un visuel, PrestaShop va générer plusieurs visuels à plusieurs formats différents qui vont être utilisés selon le besoin dans votre site. Donc, vous aurez une image grand format pour le zoom de votre fiche produit. Vous aurez une image moyen format pour la vignette principale de votre fiche produit. Puis après, les petites vignettes de visuels complémentaires qui sont affichés en dessous. Là, ce sont des formats plus petits. Bref, PrestaShop va générer tout un tas de visuels, d'images supplémentaires. Ça peut être 10 ou 15 formats différents pour une seule image d'origine. Et il va utiliser ces paramétrages pour savoir si il va plus ou moins compresser l'image qui est créée. Plus c'est compressé, moins l'image est belle, plus elle est pixelisée. Et moins c'est compressé, plus l'image est propre, mais elle va prendre beaucoup de place. Donc, en fait, le juste milieu, c'est pour la compression JPEG, c'est 90. 100, en fait, 100% c'est sans compression, et puis 90, on compresse un petit peu. Et si vous arrivez sur plus bas, en fait, vous aurez une compression qui sera vraiment pas forcément propre. Et c'est important d'avoir des images qui sont
contrastés et qui ne sont pas pixelisés. Et la compression PNG, c'est une échelle de 1 à 10. Donc là, si vous mettez sur 7, ce sera très bien. Ça m'est déjà arrivé de reprendre des sites qui avaient ici en fait 10 et 100. Et en fait, le poids des images est énorme. Alors on verra un peu plus tard l'optimisation visuelle via un module complémentaire, mais ne serait-ce que faire ça, ça permet d'avoir des images qui ne sont pas trop lourdes tout en étant de qualité satisfaisante. Oui, une fois que vous modifiez ces paramètres-là, ça ne va pas modifier automatiquement la compression ou le format des images que vous avez déjà sur votre site. Il va falloir régénérer les miniatures déjà existantes. Alors attention, hein, si vous avez des catalogues qui ont plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fiches produits, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps. Donc on va pouvoir ici sélectionner une partie des images et puis indiquer qu'on veut effacer les images existantes et puis régénérer donc les miniatures en prenant compte de ces nouveaux paramètres. Il y a donc il y a plusieurs optimisations. On est dans la partie optimisation. On vient d'optimiser, de vérifier que les images sont correctement optimisées nativement. Là, il y a une page dans configurer paramètres performance qui permet de définir des éléments qui vont optimiser l'affichage des pages, notamment le cache. Alors le cache, vous avez certainement déjà entendu parler, il y a différents types de cache. Il y a le cache dans votre navigateur, c'est-à-dire que quand vous consultez une page, elle se charge une première fois dans votre navigateur. Si vous revenez, si vous rechargez cette page quelques minutes après ou même le lendemain, cette page va essentiellement être rechargée à partir du contenu qui a déjà été téléchargé sur votre ordinateur, et il ne va pas y avoir de rechargement depuis le serveur, ce qui fait que ça va permettre d'avoir un affichage sur votre navigateur beaucoup plus rapide que lors du premier affichage de cette page. Donc ça a des avantages, mais après, quand on fait des modifications, ça peut avoir des inconvénients. On ne voit pas forcément les modifications faites. Et donc, certainement que quand vous faites des modifications dans PrestaShop et que vous essayez de voir si elles ont eu lieu sur votre en front office, et bien souvent, on vous indique de vider le cache de votre navigateur. Il y a un deuxième cache qui existe. Lui, il est côté serveur. Et donc, c'est cet élément-là qui va permettre de l'activer et ben là, c'est pareil, mais côté serveur, c'est-à-dire que lorsque un premier internaute va arriver sur la fiche d'un nouveau produit, par exemple, PrestaShop va calculer cette page, va la mettre en cache sur le serveur, et lorsqu'il y aura un second internaute qui voudra consulter cette même page, plutôt que PrestaShop soit sollicité et que le serveur hébergement de votre site soit sollicité pour calculer à nouveau cette page, eh bien, ça va recharger la page qui est déjà stockée. Et donc, c'est important d'activer cet élément de cache. Et là, pareil, lorsque vous faites des modifications qui impactent le rendu de votre site, eh bien, il va vous falloir, pour pouvoir visualiser que la modification ait bien été faite et fonctionnelle, il va falloir vider le cache. Donc, je ne l'ai pas mis ici sur cette capture, mais il y a un petit bouton en haut à droite de cette page-là qui permet de vider le cache à un instant donné. Et donc, une fois qu'on vide le cache, PrestaShop et le serveur vont être à nouveau sollicités pour recalculer toutes les autres pages. Donc, il ne faut pas le faire régulièrement, mais des fois, c'est important. Donc, le cache doit être activé. Il y a différents paramètres associés à ce cache. On peut stocker le cache en base de données ou en tant que fichier. C'est beaucoup plus efficace, efficient de l'avoir stocké en file system, c'est-à-dire en termes de fichier, plutôt que dans la base de données. Il ne faut surtout pas alourdir la base de données. Mais ce sont les paramètres qui sont par défaut. Donc, lorsque vous activez le cache, ces paramètres sont par défaut. Toujours dans cette même page, en dessous, en scrollant, on est toujours dans les performances de PrestaShop. Il y a
trois paramètres que je vous invite à activer. Alors, le premier élément, c'est celui qui est en dernier dans cette liste, optimisation Apache. Apache, c'est le nom de l'application du serveur. Il existe plusieurs types de serveurs. Généralement, c'est Apache, mais pas tout le temps. Donc, il ne faut activer cette option que si vous êtes sûr que votre serveur est Apache. Ça, vous avez l'information auprès de votre hébergeur. Et si c'est un serveur Apache, à ce moment-là, vous activez cet élément-là. C'est très important pour optimiser votre site. Et on est là pour l'optimisation d'un site a deux intérêts. C'est pour un internaute d'améliorer la navigation sur le site et aussi pour Google qui aime beaucoup les sites, c'est plutôt le contraire. Il pénalise en fait les sites qui ne sont pas optimisés. Et donc, c'est important sur ces éléments-là d'être au plus près des attentes de Google. Donc, optimisation Apache. Et après, il y a deux autres boutons que je vous invite là aussi à activer qui vont optimiser donc les feuilles de style, c'est le rendu graphique et puis de votre template et puis sur la partie code JavaScript à activer aussi. Là, c'est le rendu sur la version 1.7. La version 1.6, il y a deux autres boutons aussi qui sont activables. Le fait d'activer ces éléments-là n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est important de les avoir actifs, mais ça peut engendrer parfois certains bugs. Donc, testez-les, c'est-à-dire testez votre site ensuite, que tout se passe bien. Les problèmes qui peuvent avoir lieu sont notamment avec le code JavaScript, lorsqu'on a un ou des tags de tracking, notamment pour Google Analytics. Parfois, si le module qui pose le tag est mal conçu ou si vous avez mal posé le tag, c'est possible que les données ne remontent plus. Donc, vérifiez bien que ça fonctionne toujours. Et si ça ne fonctionne pas, ben, corriger cette problématique pour pouvoir, l'objectif c'est vraiment de pouvoir les activer. C'est vraiment important que ce soit actif pour optimiser le site. Cyril, je ne sais pas si tu vois, il y a quelques questions tout de même. Il y a une personne qui parle d'un logiciel, d'un module qui s'appelle Cached. Alors même cache, Tu connais? alors là c'est du cache côté serveur, c'est assez D'accord. compliqué en fait à mettre en place et on a voilà, il y a même cache, il y a aussi APC. Ce sont des caches, là il faut vraiment contacter votre hébergeur, c'est lui qui va pouvoir éventuellement installer ça et c'est pas c'est soit l'un soit l'autre, hein. C'est pas même cache et APC, c'est soit l'un soit l'autre et il y a des impacts. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont mises en cache. Il ne faudrait pas que le panier de quelqu'un soit mis en cache et soit rechargé par un autre internaute. Donc, ce sont autant là, les éléments qu'on vous indique dans cette présentation sont tous pour la plupart assez simples à mettre en place. Autant même cache ou APC, ce sont des éléments qui sont à mettre en place par votre hébergeur. Et encore, des fois, ce n'est pas adapté à un site tel que PrestaShop. Même si dans la version 1.6, il y a explicite. Maintenant, même dans la version 1.7, en dessous de ce bloc-là, il y a aussi, voilà, c'est un bloc qui permet qui est censé permettre de sélectionner quel est le type de cache qui a été mis en place sur le serveur. Et cette liste déroulante, c'est pas parce qu'on sélectionne même cache que ça va mettre en place cette solution de cache. Pas du tout. C'est si elle a été mise en place sur le serveur par l'hébergeur, à ce moment-là, vous indiquez à PrestaShop que ça a été fait. Mais c'est pas une simple activation sinon le site ne fonctionnera tout simplement plus. Et ensuite, oui, Cache Lightspeed et PrestaShop. Ouais. Après, il y a des modules qui s'installent et qui permettent d'améliorer justement la notion de la gestion du cache. Donc, il y a des modules complémentaires qui peuvent être intéressants à mettre en place pour optimiser ça, oui. Oui,
c'est vrai que du coup, tout ce qui est antérieur à 1.7, j'avoue que ta lumière est excellente, Cyril, là-dessus. On a quand même beaucoup de questions sur le cache, ça pourrait être intéressant, parce que j'en profite pour faire un petit rappel. On va avoir du coup un questionnaire à la fin de cette présentation pour vous soumettre des idées de thématiques que vous pourriez justement nous soumettre. Donc n'hésitez pas, hein, à la fin de ce qu'on va vous partager avec Cyril, à nous préciser des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Un On petit va continuer. sur, Tu voudrais dire un truc? oui, Christophe qui indique serveur de médias. Donc, oui, toujours sur cette page. En fait, cette page de performance, elle est assez longue. Il y a Ouais. plusieurs optimisations. Et il y a effectivement un bloc qui s'intitule serveur de médias et qui permet là aussi d'optimiser. Ça permet de définir par exemple des sous-domaines sur lesquels on va charger tout ce qui est image. Ça peut être intéressant de le mettre en place, mais il faut configurer d'abord des sous-domaines ou des domaines complémentaires. Et oui, c'est intéressant, ça peut être intéressant. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que là, c'est un peu plus technique, mais Ouais. c'est intéressant à mettre en place. Mais non, mais ça pourrait être pertinent qu'on en discute peut-être sur un meet-up sur Oui. le cache, peut-être. Je pense qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de questions. Bon, bah, top. Ouais, nous allons continuer avec les outils. Alors, donc, c'est plus c'est plus de l'optimisation précisément sur PrestaShop. Quoique les outils qu'on va aborder avec Cyril, vous allez le voir, vont permettre d'avoir une vision sur l'état de votre site à l'instant T. Donc ça, ce sont des choses qui sont des outils extérieurs, externes, mais qui donnent une belle image à l'instant T. Et je crois que ça commence voilà, avec GTmetrix, Cyril. Oui, alors GTmetrix, c'est un outil que vous pouvez, donc on n'est plus dans le back-office de PrestaShop, donc gtmetrix.com. C'est un outil qui a une partie gratuite et qui a des plans payants. Donc vous pouvez déjà l'utiliser de manière gratuite sans souci. Et vous pouvez suivre, donc tester votre site. Donc vous renseignez en fait le nom de domaine de votre site. Vous cliquez sur un bouton, ça mouline quelques secondes, quelques minutes. Et ensuite, ça vous donne une note en fait, sur votre site, sur la performance de votre site, sur certains temps de chargement. Voilà, donc quand c'est vert, c'est que tout va bien. Alors, il y a toujours des optimisations à faire, hein. Si vous avez une lettre B, c'est bien, c'est bien. Après, si vous avez C ou D, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont à corriger. Et vous pouvez tester. Alors, chaque modification que vous faites quand vous optimisez votre site PrestaShop, vous pouvez justement faire un test avec GTmetrix. Les éléments que l'on vient de modifier ici, là, Smart Cache pour les feuilles de style ou le code JavaScript, testez, mettez-le à non, faites un test avec GTmetrix et mettez-le à oui, et vous verrez qu'il y a une différence. Et donc là, je montre justement un exemple. Donc on voit bien, donc c'est un même site, la même date, hein, il n'y a pas eu, c'est sans optimisation, en désactivant les optimisations que l'on a indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire le cache et les optimisations de feuilles de style et de JavaScript. Eh bien, on a certaines notes, certains pourcentages de performance, un temps de premier chargement qui est ici de 1,4 secondes, et puis un délai en fait à attendre. Donc là, ce sont des millisecondes, mais tout milliseconde sur Internet est bon à gagner. Et donc, en activant ces optimisations, on peut constater justement les avantages. En fait, voilà. Donc, c'est du concret. C'est-à-dire que des fois, on fait des optimisations, on ne sait pas trop si ça a un véritable impact. Là, ça a un véritable impact. On a On passe amélioré. déjà de B à A. Donc, clairement, il y a vraiment un impact ultra positif. C'est ça. Là, alors là, ce sont des optimisations un peu plus importantes. Sur un site où il n'y avait rien d'optimisé en termes d'image. Et puis, voilà, donc on passe d'une note exécrable, F, 31%. Là, c'est un résumé d'une note, mais GTmetrix vous indique le détail de qu'est-ce qui ne va pas, s'il y a des images qui sont trop grosses, s'il y a des images qui sont trop
pas optimisé, etc., il vous indiquera tout ça. Et donc, voilà, le fait d'optimiser ou de ne pas optimiser et puis d'optimiser, on a des différences criantes parfois. Là, on passe effectivement de B à A, là, on passe de F à A. En effet, c'est quand même assez impressionnant. Et ce même outil vous permet de mettre en monitoring votre site, c'est-à-dire que ce test-là soit réalisé toutes les nuits, toutes les 24 heures. Et donc, GTmetrix, sans vous ayez à cliquer sur un bouton, va pouvoir aller tester votre site. Et ce qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir suivre justement, donc là, on a 3 graphiques dans le temps. Le premier, c'est le temps de chargement de la page. Le deuxième, c'est le poids des pages, c'est-à-dire le poids du contenu HTML, mais après, c'est surtout le poids des images, notamment. Et le troisième, c'est justement la note, le pourcentage. Là c'est 60%, et donc on arrive ici à 90%. À partir de 90%, on est sur la note A. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, si jamais on fait des modifications, par exemple ici, vous voyez que on a diminué le poids des images dans le poids de chargement de la page, donc on était à plus de 2 mégas en vert, là, la courbe en verte, et après, on se retrouve à, je ne sais pas trop quelle est l'échelle, mais 500 kilooctets, donc c'est que certainement ici, à ce jour-là, a été réalisé des optimisations d'images. Et ça peut être intéressant aussi, des fois, de voir, au contraire, par exemple, là, alors, si jamais, en fait, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un certain poids d'image et qu'à un moment donné, on voit que ça monte d'un coup, eh bien, ce graphe nous permet de dire, bah oui, attention, à tel jour, il s'est passé telle manipulation sur le site, et donc on va pouvoir en tirer des conséquences et puis réoptimiser les images pour éviter que ça ne se reproduise. Bon. Là, si vous voyez un petit pic comme ça, c'est que peut-être qu'il y a eu un souci réseau. Là, c'est le temps de chargement de la page. Ça peut arriver que GTmetrix tombe à un mauvais moment et que le site a mis du temps. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de pertinent. Je lis les commentaires là. Est-ce qu'il faut une Il y a location? beaucoup de personnes qui ont testé en fait en temps réel GTmetrix, comme tu vas Oui. pouvoir t'en apercevoir. Et c'est vrai que du coup, donc, vu que c'est des problématiques qui sont spécifiques à chacun des marchands, je pense que je vais plutôt inviter les personnes à te contacter directement pour voir s'il est possible de faire Oui, quelque alors chose. après, alors effectivement, quand c'est spécifique, on peut le voir plus tard, mais effectivement, GTmetrix, ils ont plusieurs serveurs à travers le monde, donc ils vont scanner par définition, par défaut, c'est une solution canadienne, donc leur serveur principal est à Vancouver, ce qui est assez loin, donc quand ils scannent le site, les temps, les délais prennent en compte aussi enfin, s'il faut quelques millisecondes ou voire plus pour que la page arrive à leur navigateur sur leur serveur qui est à Vancouver, on peut avoir des données qui sont un peu biaisées. Ils ont un serveur à Londres, donc sélectionnez par défaut le serveur de Londres, comme ça vous aurez des données un peu plus proches et plus proche de la réalité par rapport à vos clients. Et ce qui est important, c'est de voir l'évolution et quand on fait une modification, quand on fait une optimisation, eh bien de voir que ça a un impact positif, l'objectif, sur l'optimisation de votre site. Il y a une question, Cyril, je ne sais pas si tu peux y répondre. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais si jamais il y a désactivation d'un catalogue, est-ce que c'est pris en compte dans un test d'optimisation GTmetrix? Désactivation d'un catalogue, si vous désactivez un Ou une catalogue, fiche produit, j'imagine. Je pense que c'est l'idée. C'est si jamais on désactive, et donc du coup c'est toujours sur le back-office, mais c'est plus paru sur le site. Je pense que c'est ça. alors là,
GTmetrix va analyser une page. Donc, en fait, par défaut, on peut analyser la page produit, la page d'accueil, je veux dire, mais on peut aussi indiquer d'analyser une page produit, une page catégorie, ce qu'on souhaite. Généralement, moi, je regarde la page d'accueil, c'est celle qui est la plus lourde en fait, à afficher, surtout quand on a des remontées de fiches produits, des diaporamas, etc. Le fait de désactiver en fait une fiche produit, là, ça n'a pas trop d'impact et c'est pas analysé par GTmetrix. GTmetrix, il va analyser la lourdeur et le temps de calcul de la page. D'accord. Ok, très très clair. On a un test, je ne sais pas si tu as vu en direct, Cyril, où Oui. Laurent a fait le test depuis Vancouver et depuis Londres, et c'est vrai que ça change la note. J'imagine que c'est pour la vitesse de chargement. C'est intéressant de voir ça. Pour le coup, c'est vraiment des choses qui sont importantes à bien Oui. préciser. Ouais. Alors attention, alors je pense pas que normalement la note ne change pas comme ça. Il se trouve que GTmetrix a changé là récemment d'algorithme. Ils ont changé leur méthodologie. Vous voyez ici GTmetrix grade. Ensuite, on a performance score, structure score, etc. Ça, en fait, ce site a été testé avec le nouvel algorithme de GTmetrix. Et là, en fait, on n'a pas les mêmes paramètres. Alors, tu veux dire que l'autre, c'est l'ancien et celui-ci, c'est le nouveau, non? Parce Alors, qu'il y a le voilà, 17 novembre et 8 décembre. regardez, voilà, comparer en fait ces deux. Je pense que, et là pour le coup, les notes sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là, la note qu'on a F, c'est la note page speed, alors qu'ici, B ou A, c'est la note GTmetrix. Ce qui est important, D'accord, c'est de ouais, tout pouvoir à fait. comparer deux choses comparables. C'est-à-dire que là, c'était F en tant que page speed et on se retrouve à A, toujours pareil, en tant que page speed. Et là, B et A, c'est pour GTmetrix. Ok. Bon, c'est intéressant aussi de voir ces sujets-là. Du coup, on va enchaîner sur un autre sujet donc, qui nous sort un petit peu de ce que sont les pages et la rapidité de chargement. Néanmoins, on va évoquer un sujet avec vous qui est le sujet donc, de référencement de votre site internet, mais autrement que par directement PrestaShop. Donc, c'est une optimisation SEO qui va vous permettre d'être beaucoup plus visible sur les recherches des moteurs de recherche. Bon, alors après, vous le savez, Google draine un trafic assez important et s'est taillé un peu la part du lion sur les recherches Internet. Dès lors que du coup, vous créez votre structure, il est très important aujourd'hui d'avoir créé en parallèle une page Google My Business qui est un élément indissociable de votre site Internet parce que vous avez toutes les informations directement à disposition de l'internaute, de la personne qui navigue. Et comme vous le voyez, c'est en quart sur la droite. Au final, vous avez l'ensemble des informations, itinéraire, le site web. D'ailleurs, Google essaye par toujours des actions un peu détournantes, mais de récupérer du trafic. Donc là, vous voyez que quand une personne clique sur site web depuis votre Google My Business, ce sont encore des éléments qui viennent garnir les datas de Google. C'est très important, mine de rien, d'en avoir un, parce que ça vous fera aussi remonter dans les rankings. Si le nom, ici, Imagerie d'Épinal, correspond au nom de domaine imagerie-d'épinal.fr ou .com, ça va être encore un élément de réassurance pour les clients potentiels ou les prospects qui vont rechercher sur Internet. Il faut bien aussi comprendre, alors on l'avait évoqué sur un précédent meetup, le meetup 17, sur les notations et les avis clients qui peuvent justement être visibles sur la toile. Vous avez tout un tas d'avis qui sont directement sur votre site internet. Donc la personne qui navigue sur votre site est déjà sur votre site et est rassurée par des avis clients positifs. Néanmoins, vous avez Google qui met en avant des avis clients avant que votre client potentiel soit sur votre site internet. Donc, c'est un élément premier de visibilité et ça vous permet d'être en avance et surtout de valider la décision d'achat en amont. Donc, quand vous créez cette page-là, vous avez la description qui apparaît juste en dessous.
vous avez tout un tas de petits éléments que vous pouvez paramétrer depuis l'interface qu'on va voir justement juste après. Hein. C'est ça, c'était permettre de voir que votre site existe bien. Ça rassure, quoi qu'il arrive, les personnes, avoir une photo, avoir une image, avoir un site internet, des indications téléphoniques, des indications mail, une adresse précise, même si vous êtes sur le web. C'est très, très important que vous soyez sur Internet. Alors, je parle de mon expérience propre, mais dès lors qu'une personne voit cet encart-là sur le site, sur un encart de présentation sur Google, en plus du site Internet, ça vous donne ça rassure, quoi qu'il arrive, et surtout, ça donne, comment dire, ça précise, entre guillemets, la réalité de la chose. Il y a beaucoup d'arnaques encore sur le web, hein, donc ça reste des sujets très, très importants. Google vous permet de jouer avec les réassurances. Profitons-en. Je le vois donc sur la slide d'après, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau de l'interface. Il y a une question en même temps, il faut absolument une adresse physique de la part de JPJ. Oui, c'est vrai. Alors, quand vous créez un Google My Business, en fait, sous 5 jours, vous avez Google qui va vous demander une adresse pour pouvoir recevoir un code d'activation. Donc, c'est important parce que ça permet de voir que déjà l'adresse physique est une adresse réelle. Vous avez renseigné une adresse qui est réellement existante. Et quand vous recevez ce code donc, sous 5 jours, vous allez le préciser dans l'interface que vous voyez là. Alors là, on a fait un screenshot avec Cyril de ma société qui est à Meudon. Et comme vous pouvez le voir, c'est comme un mini réseau social. Alors, vous avez la possibilité, on verra après comment tout ça va se passer, mais Google a tellement aujourd'hui de ramifications et peut aller peut-être tellement loin avec ses outils tentaculaires qu'il est très important, à mon sens, en tout cas je l'ai vu moi pour mes activités, de définir un maximum d'informations sur cette interface. Donc, comme vous le voyez, on peut créer des posts, on peut ajouter des photos, créer des annonces. Ça, on le verra certainement dans un prochain meet-up parce que c'est vraiment une autre problématique. C'est de l'investissement avec un ROI, des notions un petit peu plus commerciales et commerçantes. Donc, c'est moins technique, mais ça reste tout aussi important. Là, ce sur quoi on va surtout s'attacher, c'est le fait qu'une page Google My Business vous fait remonter dans le ranking déjà de Google. Je ne parle pas forcément des autres moteurs de recherche parce qu'ils sont aujourd'hui moins avancés que Google sur ces micro-outils qui sont des supports au référencement. Donc ça, pour le coup, Google est tellement fort là-dedans qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Et comme vous le voyez sur le détail à gauche, vous avez également les avis que vous avez juste là en dessous de statistiques. Ça vous permet ici de mettre en avant la qualité de votre service relationnel. Avec ça, vous remontez dans les rankings et surtout, même si jamais il y a du misspelling, alors moi, ça peut être le cas parce que j'ai une société qui s'appelle La Ceinture d'Avion. Donc, quand vous avez une personne qui tape ceinture d'avion, la ceinture ou boucle d'avion ou ces choses-là, j'apparais pas forcément, vous voyez, dans les résultats de recherche qui sont sur le centre de la page. Néanmoins, Google, de temps en temps, me fait apparaître sur des termes qui sont un peu différents, typiquement ceinture avion ou boucle d'avion. Donc, c'est très, très intéressant parce que alors aujourd'hui, ça dépend sur votre business si vous avez beaucoup de concurrence ou pas. De mon côté, j'en ai assez peu, donc ça me permet de drainer un trafic que je n'aurais pas eu sans cette page Google My Business. Je me permets de regarder au passage les questions. Comment faire quand on n'a pas de point de vente? Alors, ça, c'est pas un problème. Je reprends la question de Mathilde parce que, en fait, vous pouvez très bien faire envoyer le courrier à l'adresse de votre société. Alors, soit vous êtes auto-entrepreneuse ou vous avez une SARL ou une SAS, ainsi de suite, une SASU. Et quoi qu'il arrive, vous avez une adresse et votre société peut être localisée à cette adresse. Il faudra simplement bien préciser dans la description que ce n'est pas une boutique, il n'y a pas d'accueil du public. D'ailleurs, vous avez simplement à préciser qu'il n'y a pas d'horaire d'ouverture et vous mettez entre parenthèses. Alors moi, j'ai précisé que du coup, ceci n'est pas une boutique
pouvez prendre n'importe quelle terminologie, mais pour bien orienter vos clients et que des personnes ne se présentent pas, comme ça a été le cas pour moi, pour acheter des produits et après vous envoient un mail en disant « je me suis présenté, j'ai rien trouvé ». Il y a une question de David Mouget qui est très intéressante et ça, on l'évoquera, je pense aussi. C'est un sujet où on peut relier les avis Google avec, alors pas avec PrestaShop directement, mais avec les logiciels de notation que nous mettons à disposition, comme AviVérifier, comme Trusted Shop, comme tout un tas d'outils qui sont des plugins. On n'en a pas forcément à conseiller. Moi, je sais que sur le site, je suis avec Trusted Shop et que ça fonctionne absolument bien. Ils ont même une case qui est créée pour faire remonter les avis Trusted Shop sur les avis Google que vous avez vu un peu précédemment. Voilà, écoutez, très bien. Alors, je voulais revenir sur notre slide. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un Google My Business? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le référencement local aujourd'hui est valorisé par Google avec toute l'actualité. Donc, forcément, les circuits courts et la dimension locale est très, très importante. Donc, sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des recherches locales. Ça a été dit dans les différents communiqués de presse et même on le voit sur les recherches, sur les itinéraires demandés, les personnes recherchent au plus près d'eux. Donc ça, c'est important de vous localiser. À quel moment, dès le début de votre société, comme on l'a vu avec Cyril, dès lors que vous créez le site internet, vous avez une assise web, vous renseignez toutes vos indications, vos informations, votre RCS, tous les éléments, vous avez donc une adresse, donc vous pouvez proclamer votre existence auprès de GMB. L'utilité gagnée en visibilité, bien évidemment. Vous verrez que vous pouvez drainer un trafic que vous n'auriez pas eu sans cette page. Et c'est très facile à mettre en place. Donc, très sincèrement, voilà, prévoyez juste de 3 jours, 4 jours peut-être pour recevoir la lettre et votre code d'accès. Et ensuite, c'est finalisé et vous avez votre page Google My Business. Je ne vois pas ce que j'ai en bas parce que j'ai mis le slider avec les photos des gens. Et doit-on avoir une adresse Gmail? Non, ce n'est absolument pas obligatoire. Google accepte absolument toutes les extensions de domaine. Alors, on va avancer, Cyril. Ouais, tu as une question sur les optimisations CCC. Il y a une erreur 500. Donc, quand vous avez une erreur 500, il faut activer l'affichage des erreurs, le mode debug. Et ça doit être un conflit avec un module, justement, comme je disais tout à l'heure, qui pose un problème avec cette activation des optimisations. Donc, ensuite, donc, on est toujours dans les outils tiers. Les outils tiers, il y a l'outil phare d'analyse de trafic qui est Google Analytics, que vous avez certainement déjà tous et toutes sur votre site. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment important de l'avoir. Il est gratuit. Il y a d'autres outils d'analyse de trafic qui sont payants, plus élaborés et qui peuvent être intéressants à évoquer. Mais là, c'est un outil qui est gratuit, donc profitez-en. Il y a un tag à mettre en place sur votre site. Donc, vous inscrivez en fait sur analytics.google.com. Vous définissez en fait l'URL de votre site. Ça vous donne une portion de code à insérer sur votre site. Ça se fait soit par... Il y a un module natif dans PrestaShop qui permet d'ajouter justement le tag. Moi, je conseille après, il y a certains modules qui sont plus évolués, qui sont disponibles sur Add-ons, et donc c'est mieux d'avoir ces modules puisqu'ils permettent de recueillir davantage d'informations, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Il y a pas mal de paramétrage à réaliser. Et vous avez en fait une extension de Google Chrome qui s'appelle Google Tag Assistant, qui vous permet de vérifier qu'un tag est correctement posé. Donc, vous avez comme à droite, là, ça vous indique que cette extension a repéré le tag et ça vous indique si c'est bien posé ou pas, ou s'il y a des optimisations à faire. Il y a toujours des optimisations un peu partout, même sur les tags de Google Analytics. Autre outil de Google qui est un peu plus technique, mais qui est fondamental, c'est la Search Console. Cet outil va permettre de suivre la santé
de votre site en termes de référencement. Donc, vous allez pouvoir connaître quelles sont les pages qui sont référencées sur Google, quelles sont les pages qui sont identifiées comme étant en erreur par Google, et s'il y a des problèmes d'indexation, etc. Donc là, on voit par exemple sur le graphe, on voit en jaune, ce sont des pages valides, mais avec des erreurs. Donc on a le détail un petit peu en dessous. Donc c'est un avertissement. C'est pas très important, mais c'est un avertissement. Donc là, par exemple, c'est une page qui est bloquée par le fameux robot.txt. Vous voyez que Google en tient compte. Mais cette page est indexée, donc il y a des actions à réaliser pour éviter ça. Ce qui est très important, en fait, c'est les messages qui sont en erreur. Donc là, on a ici 4 erreurs réparties en 3 problèmes distincts. Donc, notamment l'URL envoyée introuvable. Donc, c'est une page qui est en 404, qui est envoyée par là aussi le fichier sitemap.xml, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ce sont des choses qui sont à corriger parce que Google n'apprécie pas. Et donc, la Search Console, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les informations que Google a, voilà, sur notre site. Et donc, c'est là-dedans que l'on va pouvoir aussi publier le fameux fichier sitemap.xml, le soumettre à Google pour qu'il puisse plus facilement l'indexer. Donc là aussi, allez sur search.google.com, renseignez votre site. Il y a une petite validation à faire pour que Google s'assure que vous êtes bien l'auteur, enfin le propriétaire du site. Et ensuite, vous pourrez suivre tout au long de sa vie les éventuelles erreurs ou avertissements que Google repère. Et vous recevrez aussi régulièrement des mails qui vous indiquent quand il y a des erreurs qui sont nouvellement identifiées. Là, c'est un outil beaucoup moins important, enfin important en termes de visibilité, mais qui est donc plus confidentiel, mais qui est très très bien, qui est vraiment super. Rank Explorer, c'est un outil qui va suivre l'évolution de votre référencement. Donc, il y a une partie payante qui donne davantage d'informations. Moi, je m'en sers pour un usage unique. C'est le graphique qui est ici. Et c'est un outil, vous pouvez tester rapidement. En fait, c'est assez immédiat. Ça vous donne ce graphique. Donc, il n'y a pas besoin de l'avoir mis en place à l'époque. C'est-à-dire que si votre site est référencé depuis déjà plusieurs mois sur Internet, vous renseignez votre URL, l'URL de votre site dans ce site-là, et vous verrez tout de suite l'historique de l'évolution en fait, de vos positions. Donc, ce graphique, c'est ce graphique-là qui est hyper important, qui est très intéressant dans le sens où il donne une photographie de l'évolution de votre SEO dans Google. Donc, il y a 4 courbes, jaune, verte, noire et bleue. Généralement, elles ont à peu près la même tendance. Ça donne en fait le nombre de mots-clés qui sont positionnés dans les premières pages de Google. Donc, la courbe bleue, c'est les 5 premières pages de Google. À partir du moment où vous êtes présent à partir de la 2e page de Google, c'est bien d'être présent dans les résultats, mais il faut à tout prix être présent dans la première page. Hein. Personne ne va au-delà de la première page. Donc, cette courbe bleue donne une indication de potentiellement les pages que vous pouvez éventuellement amener dans les 10 premiers résultats de Google, c'est-à-dire la première page de résultats de Google. Et donc là, c'est le nombre de mots-clés. Donc là, on voit sur ce graphe, il y a 1500 mots-clés qui sont positionnés dans les 5 premières pages de Google. Eh bien, vous voyez qu'il y a une évolution croissante et vous pouvez suivre comme ça lorsque vous faites des actions qui sont censées améliorer l'optimisation du SEO. Par exemple, une refonte d'un site, ça peut être publier des contenus sur votre site, avoir des liens de blogs ou d'autres sites internet qui pointent vers le vôtre, etc. Toutes ces actions qui vont permettre d'améliorer votre SEO, ben là, vous voyez, alors ce n'est pas du temps réel, il y a une mise à jour une fois par mois.
Après, il y a des outils qui permettent, d'autres outils complémentaires à Rank Explorer qui sont beaucoup plus évolués. Je pense notamment à SEMrush, qui est vraiment un superbe outil où là, la mise à jour des positions, c'est quotidien. Là, c'est mensuel, mais ça peut être intéressant une fois par mois au moins, d'aller consulter quelle est l'évolution de vos positions dans Google. Vraiment un outil à conseiller. Puis après, si l'outil vous plaît et que vous souhaitez avoir davantage d'informations, eh bien, il y a des plans qui sont payants pour avoir accès à ces éléments-là. Là, en fait, je suis rentré un petit peu dans les détails sur Rank Explorer. Il y a d'autres outils sur lesquels je les cite, que vous puissiez aller y faire un tour. La plupart d'entre eux, vous pouvez avoir une analyse ou un rapport gratuit ou un extrait de rapport gratuit. Donc, allez-y y faire un tour. Vous aurez ça dans le PDF que je pourrais vous envoyer si vous nous le demandez. Et le fameux outil beaucoup plus complet, alors là, il est très, très complet, SEMrush, qui s'adresse avant tout à des consultants SEO. Même moi, je n'en utilise que, on va dire, 5% de ses capacités. Je l'utilise régulièrement, mais c'est vrai, il est vraiment très, très complet. Un peu complexe, très complexe aussi, mais il donne énormément d'informations avec des données sur les concurrents, voilà. À noter que Rank Explorer, vous avez pu, si vous analysez votre site sans valider votre site, vous pouvez analyser le positionnement de vos concurrents. Et on arrive en fait à la dernière partie, qui sont la présentation de certains modules que l'on conseille. Alors, on va commencer par TinyPNG. Alors, TinyPNG, on l'a déjà évoqué. Bon, je vois quand même qu'on est un petit peu au-delà du temps qu'on s'était donné, donc on va essayer d'accélérer pour pouvoir échanger avec vous juste derrière. Néanmoins, c'est quand même très important qu'on puisse vous évoquer ces petits modules. On commence du coup avec TinyPNG parce qu'il est important de pouvoir alléger le poids de vos pages et le poids de votre site internet. On l'a vu avec Cyril sur les optimisations à réaliser. C'est vrai que le poids des pages ne permet pas un téléchargement optimal. TinyPNG, il est très très simple à prendre en main. Vous avez une version donc avec 20 images gratuites jour disponible sur le web et via un module PrestaShop, sachant que via le module PrestaShop, vous avez 500 images gratuites par mois. Mais comme nous l'avons évoqué un petit peu plus haut, il faut bien comprendre que quand vous créez une image produit par exemple pour PrestaShop, celle-ci est dupliquée pour apparaître sur des thumbnails, pour des présentations de produits, mais sur d'autres modules. Donc, le fait que cette image soit dupliquée, ça veut bien dire que sur ces 500 images gratuites, vous allez voir, c'est déjà, il faut l'utiliser parce que c'est très efficace, mais que ce n'est pas 500 images de manière aussi précise que ça. Et on le voit ici justement, c'est-à-dire que dans le module TinyPNG, quand vous le voyez ici directement depuis l'interface PrestaShop, vous avez tout un tas de photos qui apparaissent. Donc vous voyez sur la gauche ici avec les différentes catégories. Et on s'aperçoit que voilà, la catégorie product regroupe donc 12 818 photos. Et dès lors que vous arrivez, donc voilà, il y a 350 produits ici. Et quand vous intégrez et que vous choisissez, sélectionnez une catégorie pour la passer dans la moulinette TinyPNG, vous ne perdez pas en qualité les images, ça c'est important de garder ça à l'esprit, mais la décroissance du poids des images et donc du poids global, comme vous pouvez le voir ici, est assez majeure et ça permet donc des optimisations très précises pour justement des temps de téléchargement. On a réalisé, si vous voulez, l'expérience sur plusieurs types de sites internet, voilà, avec ici 720 produits. Donc, vous voyez qu'on est à 134 mégabits au global. Donc, quand vous regardez le poids avant l'intégration de TinyPNG et le poids juste après, vous avez une réduction du poids
de 50%. Et là, pour le coup, c'est, comme le disait Cyril, c'est très concret. Donc, quand vous arrivez à optimiser vos pages de l'ordre de, comme vous pouvez le voir ici, 600 mégabits, vous allez réellement avoir un push au niveau du téléchargement et donc passer des rankings aussi sur les différents outils qu'a évoqué Cyril précédemment. Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc, Cyril, c'est concernant justement les catégories, comme vous pouvez voir à gauche, les images de votre site sont toutes classées du coup par catégorie avec les produits, catégories, modules et ainsi de suite. Donc vous pouvez décider de n'optimiser qu'une seule catégorie déjà et de le faire progressivement. Alors vous avez des plans qui vous permettent de déplafonner le nombre d'images. Mais quoi qu'il arrive, il est très simple. On va vous envoyer le lien de ce petit module. Très facile à mettre en place et sur des optimisations concrètes instantanément. Thierry, je te laisse la parole. Donc, TinyPNG, c'est pour optimiser les images. Il y a d'autres modules, notamment un module qui s'appelle Optimisation PrestaShop. Il est ici, là, optimisation et nettoyage. Vous avez le lien. C'est un module que j'aime bien parce qu'on peut... alors, c'est des optimisations parfois techniques. On va pouvoir vider certaines données du site. Alors, il faut faire très attention avec ce type de module parce qu'en un clic, on peut supprimer tous les clients ou toutes les commandes. Par exemple, ici, là, on voit supprimer des commandes, supprimer des... Voilà. Mais si on souhaite, si on sait ce qu'on fait et que l'on souhaite nettoyer un petit peu la base de données, eh bien, ce module permet de le faire. Il y a la suppression de paniers sans commande, il y a la suppression des informations de connexion. Ça, ce sont des données. À chaque fois qu'un internaute charge une page sur votre site, il y a une donnée qui va s'ajouter dans votre base de données. Et donc, il y a certaines tables, il y a 3-4 tables qui se chargent constamment et qui, au bout de plusieurs mois, peuvent faire plusieurs mégas, voire plusieurs gigas, rien que ces tables-là, parce que si vous avez beaucoup de trafic et que vous ne videz pas ces tables, eh bien, la base de données risque d'être beaucoup plus grosse que nécessaire. Parce que ces données ne sont pas vraiment utilisées, ce sont des données un peu statistiques sur le trafic, et en fait, il vaut mieux utiliser les données de Google Analytics plutôt que celles de PrestaShop qui ne sont pas forcément très pertinentes justement. Donc voilà, donc ce module permet d'optimiser des choses et de faire des actions techniques sur le site. Il y a une liste de modules. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous les indique ici parce que c'est une sélection que l'on a faite qui nous paraît utile, donc soit d'optimisation, soit aussi d'usage. Donc Ever Ultimate SEO, c'est un module développé par une société française qui, comme son nom l'indique, est orienté sur le référencement. Et c'est un module, alors il est énorme ce module, il y a énormément de fonctionnalités, il y a de la gestion de cache, il y a des gestions d'informations, de pages pour optimiser le SEO du site. Allez faire un tour sur leur fiche produit, c'est hyper complet. C'est hyper complet. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir ce module si vous souhaitez travailler le SEO de votre site. Un module qui s'appelle Listing BO, donc c'est BO Customizer plutôt. Ce module, alors c'est pas du tout de l'optimisation, mais c'est pour vous faciliter la vie dans le back-office de PrestaShop. Vous avez plein de listings dans PrestaShop, le listing des commandes, le listing des clients, des produits, etc. Et bien, ce module va vous permettre de paramétrer, de configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, celles que vous ne souhaitez plus afficher. Il y a des colonnes. Vraiment, il est super ce module. Par exemple, dans le listing des commandes, on a la possibilité là d'afficher une colonne qui serait de voir le contenu du panier. Donc, on a une petite puce, on passe la souris dessus, on voit le contenu du panier sans avoir à rentrer dans la fiche de la commande. Ce n'est qu'un exemple, mais il y a vraiment plein d'informations
en utilisant ce module, on a plein d'informations sans rentrer dans la fiche des commandes, des clients, etc. Depuis le listing des éléments. Login as customer, ça c'est un module qui est très intéressant pour pouvoir vous connecter en front office en tant que client inscrit sur votre site, celui que vous choisissez. Enfin, c'est très utile quand vous avez un client justement qui est au téléphone par exemple ou en chat et qui vous dit ah ben moi je ne vois pas telle solution de paiement ou telle solution de livraison ou je ne comprends pas. Avec ce module, vous connectez donc depuis le back office, vous arrivez sur le front office, connecté avec ce client sans lui avoir demandé son mot de passe, parce que c'est assez stressant pour un client de transmettre un mot de passe. C'est pas une problématique d'accès à des données confidentielles, puisque toutes les données de ce client, vous les avez dans votre back-office. Donc, c'est juste que vous accédez à son compte et vous voyez ce qu'il voit de votre site et ça vous permet de mieux le guider, de pouvoir même identifier s'il y a des soucis. Par exemple, le client, vous allez pouvoir voir qu'il a une adresse en Bulgarie. Au final, il vous dit qu'il ne voit pas de mode de transport. Et bien là, vous connectez et vous allez voir que il n'y a pas de mode de transport qui est configuré pour la Bulgarie. Donc, ce sera, c'est vraiment facile à utiliser. CAPTCHA, il y a beaucoup de spam sur les formulaires d'un site. Et donc, il est important de protéger vos formulaires, notamment formulaires de contact ou d'inscription client. Et vous pouvez mettre des CAPTCHA. Alors, le CAPTCHA, c'est la fameuse... des fois, on vous demande de faire un petit calcul, 10 plus 24, etc. Parfois, c'est de sélectionner sur une photo des éléments. Là, en fait, c'est un CAPTCHA invisible. C'est la version 3 de reCAPTCHA qui est éditée par Google et qui permet en fait d'avoir les bénéfices du CAPTCHA sans ces inconvénients de devoir solliciter l'internaute à effectuer une action. Donc, c'est intéressant de considérer en fait la V3 de reCAPTCHA. Cookie, low, CNIL, donc là c'est par rapport à la RGPD. Vous êtes censé avoir sur votre site une bannière qui informe de votre politique de confidentialité des données et surtout qui bloque, ce n'est pas juste un bandeau qui affiche une information, c'est une fonctionnalité qui bloque tous les cookies du site tant que l'internaute n'a pas donné son accord explicite. Donc nativement, dans PrestaShop, il y a la possibilité d'afficher une bannière, mais ça ne bloque pas les cookies. Donc là, ce module-là, il en existe d'autres, mais ce module permet de bloquer les cookies en attendant d'avoir l'accord explicite de l'internaute. C'est quelque chose qui est embêtant, parce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez un tag Google Analytics, eh bien, l'internaute arrive sur votre site avec ce module, eh bien, on n'enregistre pas sa présence. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais c'est la loi, c'est obligatoire. Et enfin, Store Commander, alors c'est un méga module qui est vraiment génial, qui permet… de la gestion, hein. Ouais, voilà. c'est très global. C'est sur de la gestion de gros fichiers Excel et surtout de gros catalogues. Et c'est vrai qu'ils ont des fonctionnalités qui sont hyper actives. Vous pouvez notamment détourer vos produits automatiquement en uploadant les photos de ce module. Toi, Cyril, je pense que tu l'as utilisé sur certains de tes clients. Moi, je l'ai testé aussi. C'est comme tu dis, c'est comme Ever Ultimate SEO, c'est très chronophage. N'empêche que ça peut tout à fait soulager une gestion lourde de produits, de catégories. Ça vous permet d'aller au-devant de pas mal de problématiques de gestion, de modifier en faisant des bulks, donc de modifier globalement toute une série de produits. Il est très intéressant. Il a aussi une potentialité à se soustraire, entre guillemets, au back-office PrestaShop. Voilà, c'est-à-dire que quand vous faites une modification dans PrestaShop, dans le back-office de PrestaShop sur une fiche produit, vous allez dans le listing des produits, rechercher le produit, vous allez rentrer dans la fiche produit, vous allez modifier l'information et ensuite vous ressortez de cette fiche produit pour aller éventuellement refaire cette même modification sur une autre fiche produit. Bref, c'est quelque chose qui est assez chronophage, comme le dit Edouard. Et avec Store Commander, en fait,
L'affichage, c'est comme si on administrait le contenu du site sous Excel. En gros, c'est un peu ça, avec des Ouais, je fonctionnalités suis même d'accord. beaucoup plus d'automatisation. Et donc, on navigue, on a l'ensemble des fiches produits qui sont listées les unes sous les autres, par exemple, et il suffit de double-cliquer dans une cellule pour modifier le nom du produit, modifier les descriptions, etc. Et on peut même copier-coller des informations d'une fiche à plusieurs autres fiches. Donc, si par exemple, vous avez un paramétrage que vous souhaitez activer sur une fiche produit. Avec PrestaShop nativement, il va falloir, et que ce paramétrage il n'est pas du tout fait sur chacune des fiches. Si vous avez 100 fiches produits, vous allez devoir rentrer dans les 100 fiches produits et faire plusieurs clics pour activer cette option. Là, dans Store Commander, il suffit de faire la modification et de la copier-coller sur les 100 fiches et en 3 clics, c'est fait en fait. Et là, je parle de 100 fiches. Imaginez que vous ayez 3000 fiches produits. Ben, ce sera toujours 3 clics sur Store Commander, mais sans Store Commander, c'est beaucoup plus long. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça, mais Store Commander, ils font des webinaires régulièrement pour présenter leurs solutions. L'objectif, ce n'était pas de rentrer trop dans les détails, mais allez-y, suivez leurs solutions, vous verrez, ça vous fera gagner énormément de temps en back-office. Alors, est-ce qu'on a un code promo? Donc, on arrive vers la fin de notre présentation. On vous a négocié un code promo qui est valable jusqu'au 11 février sur du coup tous les modules. Donc, c'est pas limité aux modules PrestaShop. C'est vraiment sur toute la marketplace PrestaShop. Donc, on vous invite chaudement à aller en profiter très très vite pour mettre en place les modules qu'on a pu évoquer avec vous, pour en installer d'autres éventuellement que vous souhaitiez mettre en place. Sachez que nous, Cyril et moi-même, on peut vous accompagner aussi sur les paramétrages de ces modules. On va vous passer par ailleurs du coup la présentation de ce meet-up. Alors, comme on avait fait la dernière fois avec Cyril, envoyez-nous un mail, on va vous donner nos coordonnées. Voilà, c'est juste ici. Vous nous envoyez un petit mail pour déjà nous faire votre retour sur ce que vous avez pu apprendre sur cette merveilleuse prestation. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous nous envoyez un petit mail et avec Cyril, donc soit Cyril, soit moi, soit nous deux, et on va se charger de vous envoyer le détail de cette présentation. Et Cyril, on va aussi envoyer un message sur Meetup avec le lien YouTube pour que vous puissiez revivre les meilleurs moments de ce Meetup de jeudi. Écoutez, on a été ravis de vous avoir. On va passer juste après. On a un petit peu de temps quand même pour échanger avec vous, Cyril et moi-même, pour peut-être couper quelques micros. On va voir comment on va pouvoir organiser ça. Mais sachez que nous sommes, quoi qu'il arrive, disponibles via les mails que Cyril est en train de vous partager pour toute question PrestaShop, pour toute question d'optimisation, pour les sujets qu'on a évoqués ensemble. N'hésitez pas à nous communiquer aussi, c'est très important, les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Nous, ça peut être un élément déclencheur pour qu'on puisse créer le prochain meet-up. On va aussi garder le contact avec vous parce qu'on va s'en refaire un très prochainement. On s'est dit avec Cyril, ça serait top qu'on arrive à relancer un meet-up sur le courant du mois de mars. Tout ça fait que, bien évidemment, on n'est pas en présentiel. Alors, c'est un crève-cœur de ne pas vous rencontrer. C'est un crève-cœur de ne pas pouvoir échanger en présentiel et de vous avoir en face de nous. Voilà, néanmoins, on s'est adapté, on s'adapte tous. L'actualité veut que PrestaShop aussi devient très pertinent. Vous avez une boutique, vous avez une envie de monter votre commerce, vous êtes en chômage partiel et vous avez du temps pour réaliser ça. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, n'attendez plus. Franchement, profitez de cette occasion pour vous digitaliser. Si vous avez déjà des boutiques, comme la plupart d'entre vous, profitez de nous pour pouvoir les monter sur des optimisations techniques, sur des agréments en termes de modules, et pourquoi pas passer sur autre chose.
Cyril peut vous accompagner sur des montées de version aussi, si vous êtes sur des versions précédentes. Et si vous souhaitez passer sur du offline, donc moi je suis côté e-commerçant, donc j'ai les problématiques de online, donc toutes ces problématiques PrestaShop. Et derrière, donc passer sur du offline, passer en présentiel, sur des pop-ups, sur du réseau social, beaucoup aussi. Comment est-ce qu'on dynamise son image de marque? Comment est-ce qu'on assoit sa notoriété au-delà du simple site qu'on peut avoir sous PrestaShop, qui est déjà une très très belle pierre posée à l'édifice de votre projet. Eh bien, écoutez, moi, je peux vous accompagner sur ces problématiques-là.